Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « Sortir de notre impuissance politique » de Geoffroy de La Gagnerie. Et ce livre, je ne l'ai pas lu tout seul puisque je l'ai lu avec un kidam que vous connaissez peut-être parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec lui. Et si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vivement à aller vous abonner à sa chaîne dont je vous mets le lien en description. Et si j'ai eu besoin d'aide pour cette vidéo, c'est parce que là, on s'attaque vraiment à ce qu'on pourrait appeler le boss final de la gauchisterie. Alors, si vous ne le connaissez pas, Geoffroy de La Gagnerie, c'est ça. Ça n'existe pas la pensée de droite. Ça ne peut pas exister. C'est impossible. On peut être de droite et être un architecte, on peut être de droite et être un... Et comment est-ce qu'on pourrait dire être un physicien? Mais dans la science sociale, c'est impossible d'être de droite et de penser. Franchement, c'est impossible. Vous parlez de Bernanos? Ouais. Ah, la France contre les robots, c'est pas mal en termes de... On peut ne pas être d'accord, mais il y a une pensée. Moi, on peut avoir des... Je sais pas comment... Déjà, c'est la question de la critique de la technique et tout. Moi, ça m'a toujours semblé être un grand thème réactionnaire de toute façon. Mais c'est vrai. Mais alors, par exemple... Non, mais je sais pas. Je maintiens ce que j'ai dit sur la question de la demande d'asile. Donc, je ne crois pas que l'État obéisse beaucoup, enfin, les gouvernants obéissent beaucoup à la loi, donc je ne vois pas pourquoi nous, on devrait le faire. Mais la France, ça n'existe pas. Il faut que les gens comprennent que la France, ça n'existe pas. Et son livre, Sortir de notre impuissance politique, est, selon l'auteur, un essai de stratégie politique. Alors, on aurait pu s'attendre à un travail universitaire complexe, à une pensée labyrinthique. Et mon livre, il va mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème qui sont à l'œuvre aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais non, c'est un livre très court qui se lit très facilement. Il cherche vraiment à se rendre audible par le plus grand nombre. Donc, selon Geoffroy, les méthodes utilisées par son camp ne sont pas efficaces. Il considère, je cite, que l'espace de la contestation est l'un des plus codifiés de la vie sociale. Il fait référence aux grèves, aux manifs, grève de la faim, vandalisme, etc. La revendication politique suit toujours les mêmes procédés. Pour lui, la question de l'efficacité doit primer sur tout le reste. Parce que ce qu'il constate, c'est que la gauche s'auto-satisfait dans son échec. Elle se contente de faire un bon score, mais a comme abandonné l'idée de gagner. En fait, la contestation est devenue une fête pour la gauche. On y chante, on y danse, et finalement, on est content d'être là. On est content de contester. On est content de ne pas être content. Voilà en partie ce qui enfermerait la gauche dans son impuissance politique, d'après notre ami Geoffroy. Sous ses allures épurées et ses tournures de phrases relativement simples se cache un sous-texte inquiétant. Il s'agit concrètement du manuel du parfait communiste ceinture noire en taquilla. La violence du texte monte en puissance tout le long du livre. Petit à petit, notre Geoffroy choisit d'orienter le texte contre ses principaux ennemis, à savoir l'État, et ceux qu'il considère comme étant l'extrême droite. Et c'est un détail crucial de son ouvrage. Il se justifie indirectement auprès de son public durant tout le livre, avant d'énoncer ses propositions. Pour cela, il utilise la fameuse technique de l'épouvantail en agitant sous le nez du lecteur la peur de la fameuse extrême droite. Ils sont méchants, donc on doit être méchant car c'est nous les gentils. On peut lire, que ce soit en France, en Allemagne, en Suède, en Pologne, au Brésil, en Angleterre, et aux États-Unis, au Canada, et dans tant d'autres pays, les forces réactionnaires les plus brutales l'emportent sur les forces progressistes sans que nous semblions être capables de les freiner et de les empêcher de gagner du terrain. Cette citation, en plus d'être factuellement fausse, donne l'impression que les forces réactionnaires dont il parle sont coordonnées et sont sur le point de marcher comme un seul homme sur l'Europe. Dans le cas de l'Allemagne, ils ont instauré des jours fériés pour la pratique de l'islam. L'islam est enseigné dans les écoles publiques. La constitution du pays a été modifiée pour stopper les financements des partis jugés non démocratiques. Nous sommes décrits comme une véritable menace pour alimenter cette diabolisation et justifier les solutions qui suivent. Un premier indice nous laisse apparaître un premier avertissement. Nous disons que nous sommes contre la répression. Si nous-mêmes accédions au pouvoir, il est probable que nous réprimerions certaines formes d'activité, par exemple les agressions d'extrême droite contre les migrants, les musulmans ou les marches des libertés LGBT. Donc là, il met clairement les pieds dans le plat en affirmant qu'il utiliserait sans scrupule une répression violente contre un ennemi imaginaire, ou du moins contre un ennemi qu'il désignerait. Car les agressions qui visent les migrants effectuées par des droitards doivent être anecdotiques, voire inexistantes. Le site de gauchiste Rapport de Force recense 138 actions violentes depuis janvier 2021 provenant de l'extrême droite, chiffre qui n'est pas justifié et qui doit être fourre-tout, contre 1950 agressions par jour en France. Je rappelle un autre chiffre du ministère de l'Intérieur. 93% des vols et 63% des agressions sexuelles dans les transports sont le fait d'étrangers, sans compter des Français de papier évidemment. On peut néanmoins relever d'autres éléments perturbants dans le texte. Il ne faut se faire aucune illusion sur le pouvoir du dialogue et de la conviction.
Il y a des moments où seule la force est susceptible d'infléchir le cours des choses. Donc pour résumer, il incarne le camp du progrès et de la tolérance, et il lâche un véritable appel à la violence. Ça fait froid dans le dos quand on se dit qu'il enseigne actuellement dans des universités. Il conteste férocement le pouvoir en place. Il affirme vouloir mettre en crise l'État. Il condamne également la police en incluant tous les fonctionnaires de cette institution dans le même sac. La police arrive, elle bouscule, brutalise, mutile. Elle nous tombe dessus, et c'est bien légitimement que nous réagissons à ce pouvoir intolérable. Mais toi et tes camarades vivez dans des endroits sécurisés et préservés de la délinquance, mais vous êtes aussi les premiers à vous jeter sur votre téléphone pour appeler le 17 quand votre vie est menacée. Tu es fils d'ingénieur, ta famille fait partie de la bourgeoisie du Limousin, et une autre partie de ta famille fait partie de l'ancienne noblesse du Vivarais. Tu viens t'improviser justicier dans une lutte qui ne te concerne pas. C'est de l'ordre du complexe d'infériorité. Le révolutionnaire du dimanche qui crèche au château la semaine. Le mec fait tout pour que les migrants puissent proliférer, mais n'est même pas obligé de les côtoyer. C'est sûr qu'il est facile d'être philosophe et de faire de la sociologie quand le compte en banque est plein. Tu invites tes lecteurs à devenir hors la loi. Je cite. La question de la violence ne doit jamais être discutée du point de vue de la légalité. La légalité n'importe pas et nous devons rompre avec tout légalisme éthique. Il justifie même les agressions sur les forces de l'ordre en remettant en question la légitimité du pouvoir en place. Selon Geoffroy, la politique est par essence violente. La non-violence n'existe pas et n'est pas un critère pertinent pour penser la politique. Mais pour lui, la violence ne doit pas être systématique tant que lui et son camp ne sont pas au pouvoir. Il faut faire la balance coût-bénéfice et passer à l'action seulement si le jeu en vaut la chandelle. Il écrit qu'il est contre-productif d'aller se battre contre la police à chaque manifestation car cela détourne le regard de la population du réel problème. La discussion suit le même raisonnement. Il voit ça comme une perte de temps pour peu de résultats. Il écrit la chose suivante. À quoi sert même de leur parler, de s'adresser à eux, de discuter? Qu'espère-t-on? Toute personne qui a regardé des débats à l'Assemblée nationale sait que des arguments puissants et rationnels ne changent rien. Pour la Gagnerie, le nerf de la guerre, ce sont les institutions. Et pour infiltrer les institutions, il faut infiltrer les esprits. Pour lui, le combat des idées est un combat à mener sur le long terme. Parce que ceux qui occupent aujourd'hui des fonctions de pouvoir ont été formés dans les années 80. Il faut donc considérer que les effets des luttes que l'on mène n'ont véritablement d'impact que 30 ans plus tard. Je cite, « Ce qui décidera en dernière instance de la résolution du conflit, c'est la démographie. Le combat de la gauche devrait donc avoir comme principal but l'infiltration des institutions. Le camp qui parviendra à mettre les jeunes de son côté gagnera la bataille. » Donc, plutôt que de s'adresser aux puissants, qui ne les écoutent pas de toute façon, Geoffroy leur dit qu'il ferait mieux de s'adresser aux jeunes. Pour lui, convaincre des lycéens a beaucoup plus d'impact que d'essayer de convaincre en vain les dirigeants. Et on ne peut que lui donner raison. C'est d'ailleurs ce que fait Assa Traoré, sœur du criminel délinquant multirécidiviste et violeur Adama Traoré, avec son collectif Justice pour Adama. Elle fait sa propagande dans les lycées, en jouant sur les émotions et en cachant une énorme partie de l'affaire, bien évidemment. C'est aussi ce que font les associations LGBT, mais aussi Geoffroy de la Gagnerie lui-même, puisqu'il est enseignant à l'université. Alors évidemment, avec tout ça, on a envie de lui donner raison. L'infiltration des institutions, oui, ça sonne comme un plan solide, mais au cours du livre, il va quand même faire plusieurs aveux assez gênants. À savoir que la gauche a déjà infiltré les institutions françaises, et c'est pourtant pas ça qui l'empêche de perdre. Il dit par exemple à un moment, je cite, « L'institution qui détient un quasi-monopole sur la formation des structures mentales d'une société, et surtout des individus qui occupent des positions de pouvoir, c'est l'université. » Il va même plus loin en précisant que c'est l'université qui décide de qui produit les discours qui circuleront dans l'espace public, et que c'est aussi l'université qui choisit de qui n'a pas le droit de produire de discours. Mais c'est un secret pour personne, la gauche est déjà hégémonique à l'université. Et il va encore plus loin dans ses aveux en disant, je cite, « Les médias ne sont peut-être pas un lieu du pouvoir aussi important que nous le croyons. En un sens, les néolibéraux ont laissé l'hégémonie médiatique et culturelle dans les années 60 à la gauche. » Ici, c'est quand même assez fort. Il avoue lui-même que la pensée de gauche est aussi hégémonique dans les domaines médiatiques et culturels. Mais là où c'en est presque drôle, c'est que si malgré le pouvoir gigantesque que possède la gauche, elle continue de perdre, ce serait parce que les médias ne sont peut-être pas un lieu du pouvoir aussi important que nous le croyons. Et c'est assez hallucinant d'entendre ça. Si posséder les médias ne leur permet pas de gagner, c'est qu'on n'est plus sur un problème stratégique là, on est sur un problème de fond. C'est simplement parce que les idées elles-mêmes de la gauche sont rejetées par le peuple. Et je vais vous citer un autre passage.
Est-il plus intéressant d'avoir des avocats anarchistes ou d'avoir des juges anarchistes? Si nous ne posons pas les problèmes en termes de satisfaction personnelle mais d'efficacité pratique, vaut-il mieux occuper la place de la République tous les 6 mois ou s'installer dans une ZAD, ou bien passer le concours de l'École nationale de la magistrature? Ici, son message est clair, il dit aux gauchistes « devenez juge ». Et ça m'a quand même un peu interpellé. C'est-à-dire que si la droite, voire l'extrême droite, gagne à ce point en puissance aujourd'hui, c'est quand même en très grande partie à cause du laxisme de la justice. Parce que oui, la justice est déjà infiltrée par cette gauche progressiste, et c'est notamment pour ça que les Français commencent à n'en plus pouvoir de cette gauche. Selon lui, il ne faut pas débattre avec ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord, car ça serait leur donner une légitimité de s'exprimer. Il compare les idées qui ne sont pas les siennes à une contamination de leur espace et leur esprit, comme si ses convictions pouvaient s'effriter en débattant avec nous. Il ne veut pas débattre avec ses opposants, sans doute pour s'auto-persuader que ce qu'il fait est juste. Il ne peut s'empêcher de comparer la France aux États-Unis pour donner du poids à son propos. Selon lui, notre police est raciste et tue les jeunes arabes et noirs. Il vit dans un monde parallèle où la France est un remake de Mississippi Burning. Des gardiens de la paix blessés gravement ou tués, ça arrive très souvent. En revanche, la mort des garçons noirs et arabes de la main de la police dont tu parles est anecdotique. Et bien souvent, c'est en fuyant la police qu'il termine collé à un compteur électrique ou au fond de la Seine à claquer la bise au sciure. Les véritables bavures policières qui ont été mortelles ces dernières années se comptent sur les doigts d'une main. Tes généralités sont honteuses. Tu vas me dire qu'Arnaud Beltrame était un policier qui mutilait, frappait et était injuste avec la population? Il dit que la sémantique est importante en politique. Mais à la moitié du livre, on peut noter l'appellation d'action directe pour qualifier ce que devrait être le militantisme de gauche. Geoffroy n'est pas bête, et je pense qu'il a très bien choisi ses mots. Action Directe était un groupe de terroristes communistes, réputés notamment pour ses attaques à la bombe. J'ai l'impression que notre docteur en philosophie provoque volontairement une ambiguïté en choisissant soigneusement des mots qui peuvent avoir un double sens du fait notamment de son camp politique. Une de ses principales références en militantisme, c'est la Black Panther Party, une milice noire américaine qui s'était autoproclamée police des polices et paradait armée et équipée de matériel de qualité militaire pour surveiller les policiers et intervenir militairement en cas de non-respect des lois. Évidemment, il s'agissait d'un groupe marxiste. Même quand il parle du droit, il parle de guérilla juridique. Son champ lexical est judicieusement choisi pour passer le message le plus violent possible, sans tomber sous le coup de la loi. Ce livre, c'est surtout l'aveu d'un échec. L'échec d'un camp qui avait toutes les cartes en main, mais qui n'a pas su en faire bon usage, tant ses idées sont contradictoires, voire absurdes. La gauche progressiste que Lagagnerie aimerait voir au pouvoir est justement la responsable de la plupart des maux de notre époque. La solution pour lui, pour guérir ses conséquences, c'est de rajouter encore plus de causes. Et là, je vais vous lire un autre passage du livre. Cédric Héroux et les militants qui apportent aux migrants aide et assistance, celles et ceux qui réquisitionnent des logements vides pour y loger là encore des migrants ou des mineurs isolés, des antifascistes qui se mobilisent pour empêcher un rassemblement d'extrême droite ou la signature d'un auteur réactionnaire, les actes des lanceurs d'alerte qui publient des documents en ligne ressortissent à la même catégorie puisque l'on peut assimiler ces pratiques à du sabotage, perturber le fonctionnement d'une institution à l'intérieur de l'institution. Alors déjà, ce Cédric Héroux, pour ceux qui savent pas qui c'est quelqu'un qui passait son temps à faire rentrer des migrants en France et à les entretenir, et voilà comment ça a fini. Cet homme vient de violer une femme, il a fait 48 heures de garde à vue. Il arrive à Nice, sa victime, la femme qui a été violée à 21 ans. Il est arrivé la nuit, a frappé à la porte, elle a ouvert, il a massacré, elle est tuméfiée, il a étranglé, il a insulté toute la nuit, il a violé à 2 reprises. La première fois à 3h du matin, la deuxième fois à 7h du matin. Cet homme est libre par le procureur de la République. Mais mis à part le fait de prendre comme exemple quelqu'un qui force la France à violer ses propres règles, il y a quand même l'idée d'infiltrer les institutions, non pas pour améliorer la situation du pays, mais bien pour le saboter, pour le détruire de l'intérieur. Et à la toute fin du livre, il évoque finalement la possibilité que ce soit non pas ses méthodes, mais ses idées qui font perdre la gauche. Et on a presque l'impression qu'il a interrompu l'écriture du livre de peur que sa réflexion ne finisse par lui exploser à la gueule. Il remet par exemple en cause la notion de convergence des luttes, et il parle de notions comme l'État impérialiste, le capitalisme, le colonialisme ou le patriarcat comme de catégories vides. Et après ça, on assiste à la découverte de l'eau chaude en direct. La conclusion du livre, c'est que finalement, la convergence des luttes,
c'est peut-être une connerie. Parce qu'effectivement, Lagagnerie, ce brillant intellectuel de gauche, remarque qu'il n'y a aucun rapport entre la libération des animaux, la défense de l'islam, le travail du sexe, l'hôpital, le combat LGBT ou les violences policières. Il remarque qu'il n'y a pas de logique d'ensemble, une explication simple et unique pour amalgamer tous les problèmes du monde, et que tous ces sujets ne sont pas imbriqués les uns dans les autres. Bravo pour cette belle découverte. Alors mon petit Geoffroy, si tu regardes cette vidéo, sache que ce ne sont pas vos manières d'agir qui vous condamnent à la stagnation et donc à la régression, comme tu le dis. Ce sont les gens comme toi qui, par l'absurdité de leurs propos, leur déni du réel et leurs contradictions permanentes, finissent par provoquer le dégoût et la fuite de beaucoup de gens de gauche. Ce n'est pas comme tu le dis, je cite, que l'une des données de la politique actuelle est que les partis de droite et d'extrême droite parviennent à monter en puissance de manière silencieuse, cachée. Non, c'est à cause de l'absurdité de vos idées, de vos obsessions bourgeoises et de votre haine du peuple autochtone. La force cachée dont tu parles, c'est la médiocrité et l'absurdité des idées de la gauche. Tout n'est pas à jeter dans ce livre. Les premières pages justifient le prix aussi élevé de ce bouquin. Le texte a une approche plutôt virile. Les conseils énoncés sont pertinents et peuvent s'appliquer à notre camp. Le droitard de base se contentera de l'attaquer sur sa condition physique, de ces thèses presque virilistes qui ne s'accordent pas avec le personnage. Mais dans le fond, est-ce qu'il ne ferait pas plus avancer sa cause qu'un des nôtres dans un corps sain et un esprit sain? Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la base du militantisme, c'est d'atteindre ses objectifs, peu importe la forme, toujours en gardant à l'esprit la balance coût-gain. Nous tombons en accord sur plusieurs choses, notamment qu'il faut adapter ses actions aux résultats. Parfois, ce n'est pas les opérations les plus impressionnantes qui ont le plus d'effet, et parfois même, œuvrer dans l'ombre peut être redoutable. Mais quand il évoque les armes, il vise juste. L'État a le monopole de celles-ci, ce qui lui permet de se montrer très répressif en cas de contestation. J'ajouterai même que sans armes, notre sécurité est entre les mains d'un État défaillant et qui est incapable de nous protéger. La préparation de cette vidéo m'a provoqué une syncope, mais je commence à avoir l'habitude. Sur ma chaîne, je cuisine des personnages publics dans mon format bloc-notes et je vous présente des personnages originaux avec mon format portrait. D'autres formats sont en préparation. Vous trouverez également sur ma chaîne plusieurs vidéos que j'ai pu faire avec notre cher Modin Rabbin. On se retrouve là-bas. C'était le Kidam.